Salut les petits foie à la crème. Je reçois aujourd'hui Inès Gauthier, psychologue spécialisée en psychocriminologie, qui a écrit un livre. Merde, qui a écrit un livre. Là, on le voit pas très bien. Voilà, là, on le voit mieux comme ça. Comme ça. Non, merde. Et qui a écrit un bouquin qui s'appelle comment? Qui s'appelle donc Qui s'appelle L'inceste ne fait pas de bruit. L'inceste ne fait pas. L'inceste. Attends, je le mets comme ça. L'inceste ne fait pas de bruit. Voilà. Pourquoi ce titre, d'ailleurs? Pourquoi l'inceste ne fait-il pas de bruit? Hmm. Alors, le problème, c'est que si c'est pas des cris, des violences physiques, etc., qui se voient, c'est caché et ça peut rester tu et non dit très longtemps, ce qui est un peu le principe de l'inceste et de beaucoup de violences sexuelles, en fait, qui sont mises sous silence pendant des années. Par honte, culpabilité de la victime, elle se dit que c'est sa faute, qu'elle n'est pas normale, etc. C'est ce qui cause plein de séquelles traumatiques derrière. C'est dur de faire sortir les victimes du silence. Mais ça parle bien d'inceste, on est d'accord? Ça parle d'inceste, mais ça parle beaucoup plus largement en fait du mécanisme des violences sexuelles en général, donc y compris pas que dans la famille. D'où elles viennent, ça c'est ma partie. C'est d'où elles viennent, comment elles se créent, comment on peut ensuite les éviter. Et lui, Bruno, en fait, dans sa partie, il parle de plus généralement son parcours, lui, d'enfant agressé sexuellement, parce que lui, il a un long parcours, il s'en cache pas du tout, en tant que victime, à l'intérieur de la famille et à l'extérieur de la famille. Et du coup, il est devenu psychanalyste et maintenant, il soigne ce genre de problème. Il reçoit les victimes et il parle aussi de comment sortir les victimes de l'amnésie traumatique. Donc, c'est beaucoup plus large, en fait, que l'inceste. Alors ok, alors du coup, je reprends la quatrième de couve. Il sera beaucoup question ici de l'amnésie post-traumatique et de l'amnésie infantile, si importante pour comprendre que plus les violences sexuelles ont lieu précocement dans l'enfance, plus il est difficile, mais pas impossible, de s'en souvenir. Donc effectivement, il est beaucoup question de la dissociation traumatique avec tout ce que ça implique. Je suppose pas seulement l'amnésie peut-être. Ouais, absolument. C'est-à-dire, donc, la dissociation traumatique, hein, c'est le fait de se couper de ses sensations pour se protéger psychiquement de ce qu'on a vécu parce que c'est trop dur de s'en rappeler. C'est-à-dire, bah, peut-être papa ou tonton ou ma grand-mère ou mon grand frère m'a fait des trucs qui m'ont pas plu, mais je ne m'en rends pas compte sur le moment et après j'oublie pour mieux supporter et pour garder justement des relations correctes au sein de la famille par loyauté familiale et peur d'en être ostracisé. Donc, je préfère ne pas me rappeler. Et du coup, après, j'ai des symptômes plus tard sans comprendre d'où ils viennent. Soit je suis bloquée dans ma sexualité, soit j'ai des insomnies, soit j'ai une phobie d'être en couple ou que l'autre me touche, des problèmes d'alimentation, enfin, tout le panel des séquelles possibles qu'on voit chez les victimes d'agression, sans comprendre pourquoi. Donc moi, je m'occupe plutôt du côté des agresseurs sexuels. Eux-mêmes, quand ils ont été victimes, et ben en fait, s'ils s'en rappellent pas, eux-mêmes ne vont pas comprendre pourquoi ils ont une tendance à rejouer ce qu'ils ont vécu et donc à des pulsions agressives sexuellement ou des fantasmes agressifs, pédos, etc., envers les autres. Ils vont pas comprendre parce qu'ils vont pas le relier à leur histoire et ce qu'il a généré chez eux. Et donc, c'est gênant parce qu'ils sont complètement après envahis par leurs pulsions. Et c'est là que criminologiquement, ils sont dangereux. C'est-à-dire que c'est là qu'ils passent à l'acte sans comprendre pourquoi ils le font, mais ils peuvent pas s'en empêcher, donc ils le font. Donc, autrement dit, le sujet principal, si j'ai bien compris, c'est qu'il est surtout question de comment un ou plusieurs passages à l'acte commis dans l'histoire d'une personne peuvent influencer le développement de sa personnalité, aussi bien au niveau de la sexualité, que ce soit en tant que futur agresseur ou en tant que victime, hein, tout simplement, et aussi peut-être, je suppose, tous les symptômes liés à la dissociation, l'amnésie, le fait de se couper de ses émotions ou de ses autres sensations, ou de se redissocier dans certains contextes qui ne sont plus traumatiques, mais qui vont faire qu'on va retrouver peut-être ce type de symptômes. Par exemple, pour illustrer le fait qu'on développe des symptômes et on ne comprend pas d'où ils viennent, et on peut vraiment en pâtir, si on ne les comprend pas, si on n'y met pas du sens, bah c'est Bono, hein, je crois qu'il le dit dans le livre à un moment, je peux spoiler pas trop, mais un peu quand même, pour donner un aperçu, il parle de cette femme qui a développé un cancer de la gorge ou de la bouche et qui en est morte. Et en fait, on a appris qu'elle avait dû faire des fellations à son père toute son enfance. Et ça lui est revenu à elle sur le tard. Et le temps de ne pas comprendre et de ne pas intégrer et digérer ce difficile traumatisme de son enfance, bah, son corps avait pris le relais pour exprimer par des mots MAUX ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, penser et donc exprimer par des mots MOTS pendant des années et a priori a développé une inflammation, un cancer de cette zone qui avait été tellement maltraitée. Et malheureusement, elle a fait le lien trop tard et elle en est morte. Donc effectivement, c'est important de sortir de la dissociation et de l'amnésie pour ne pas être rattrapé par ces symptômes et pouvoir peut-être les éradiquer. Et moi, dans ma partie aussi, je vais un peu plus loin que juste qu'est-ce que la personne a vécu parce qu'on nous,
Notre dada, c'est le transgénérationnel. On aime bien l'idée qu'il y a des transmissions, des héritages dans nos familles, c'est-à-dire les traumatismes qu'auraient pu vivre nos ascendants, nos parents, nos grands-parents, même des fois plus loin, et les répétitions que ça peut entraîner. Oui, je voulais revenir moi sur le titre. Moi, je pensais que l'inceste ne fait pas de bruit. J'imaginais que ça ferait référence peut-être au cas, c'est pas toujours le cas, hein, mais on sait que ça arrive, de la victime qui va être muselée, on va dire, à la fois Mm. par le père qui va maintenir une forme d'emprise, mais aussi parfois par la mère qui va être une complice de l'agression. Est-ce que ça parle de ça aussi? Ouais, mais complètement. Effectivement, en fait, l'inceste, tout de suite, on pense sexualité, viol. En fait, l'inceste, c'est aussi la pathologie du silence. Effectivement, on est muselé, comme tu l'as bien dit, on ne peut pas parler à différents niveaux, c'est-à-dire dans la famille. Donc, la famille, il y a toujours un parent tout puissant et il maintient sa famille dans un huis clos qu'il contrôle. Et donc, non seulement, évidemment, les personnes qui subissent les agressions ne peuvent pas en parler extérieur, sinon bah, ça emmène papa, tonton en prison et ça fout le sbeul dans la famille, parce que ce n'est pas des choses dont on parle. Donc, bien sûr que ne pas parler, ça arrange ceux qui sont du côté de l'incestuel. Alors justement, on avait fait ensemble déjà une vidéo sur la Mmh. pédophilie et dedans on expliquait un peu la différence entre la pédophilie et l'inceste. On avait aussi essayé d'expliquer la différence entre l'inceste et l'incestuel, mais j'ai eu pas mal de retours de personnes qui avaient pas, trouvé qu'on n'avait pas été très clair sur ce sujet Ouais. et c'est vrai que c'est assez complexe. Est-ce que tu saurais le plus clairement possible distinguer l'inceste, enfin le passage à l'acte incestueux du climat incestuel? Ouais, alors l'inceste en tant que tel, on va dire vraiment, c'est des actes, c'est des attouchements au niveau sexuel. Donc tout ça, on va dire, il y a de l'acte, il y a du contact, c'est de l'inceste. L'incestuel, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire les limites intérieures de chacun sont floues. Il n'y a pas de respect pour l'intimité de chacun. C'est souvent les parents sont intrusifs et c'est vraiment un viol plutôt de l'intimité. Donc c'est plutôt au niveau psychologique. Par exemple, c'est les patients qui me racontent, bah ouais, ma mère, elle me suivait aux toilettes, je pouvais même pas fermer la porte, elle me parlait pendant que j'étais aux toilettes, quoi. Je pouvais pas me masturber tranquille alors que j'étais ado parce que, pareil, elle rentrait dans ma chambre sans frapper. Donc, elle me voyait tout nue, elle rigolait, elle voyait mon érection, j'étais hyper gênée. Et je me rappelais, me disant, oh, c'est bon, c'est moi qui t'ai fait, pas de ça entre nous. Tu peux pas nous faire ton prude là, ton pudique. Voilà. Et c'est des choses comme ça où, en fait, on se sent pas avoir d'intimité à soi, de jardin secret. Et on est toujours comme abusé, violé par l'autre. Mais on peut être habillé et jamais touché sexuellement. Mais en fait, ça a des structures autant qu'un viol, qu'un inceste proprement parlé. On a vu que ça s'est structuré autant. Là, on ne peut pas dire qu'il y a de l'inceste. Ils n'ont pas été touchés. Mais alors, ils ont baigné dans une confusion des places et des générations avec une négation de l'âge et du temps qui passe totale. Il peut y avoir de l'incestuel sans forcément que ça touche justement la sexualité abusive. Par exemple, les patientes qui viennent et qui me racontent que quand elles ont commencé à devenir ados, donc elles ont un peu eu les formes qui ont poussé, la poitrine, etc., le père, clairement, elles ont senti des regards insistants sur leurs fesses et leur poitrine quand elles deviennent des petites femmes, quoi. Donc là, elles ont senti le regard changer du père qui pose un regard érotique sur elles et ça les a mises extrêmement mal à l'aise, mais elles se disaient, bon, bah, je vais rien dire, il m'a rien fait. Justement, objectivement, c'est ça où c'est terrible, incestuel, c'est insidieux et on peut pas porter plainte parce que quelqu'un vous a regardé les seins. Donc elles sentaient bien que du coup leur père n'avait plus une place de père mais une place d'amant ou de personnes du même âge qu'elles qui pourraient venir les draguer. Et du coup c'est complètement déstabilisant pour elles. Et après elles peuvent développer une phobie des hommes, etc. Ou une haine des hommes. Mais là pour le coup, bah, il n'y a aucun acte. Souvent, on peut nous questionner sur est-ce que ça existe, les femmes pédophiles, etc. Et c'est quand même a priori moins fréquent que les passages à actes pédophiliques d'hommes, d'auteurs hommes. Par contre, l'incestuel, ça concerne aussi pas mal les femmes, ça on le voit un peu plus Mmh. fréquemment. Et est-ce que vous parlez de ça, par exemple, des mères incestuelles et quelle forme ça peut prendre? Les femmes, c'est effectivement très dur à déceler parce que déjà elles sont pas dénoncées et puis c'est vraiment confondu, comme je disais un peu dans notre vidéo qu'on a déjà faite justement sur la pédophilie, avec les soins à l'enfant. C'est comme les parents aussi qui, donc les mères pour le coup, puisqu'on est sur le sujet des femmes, qui justement vont mettre, je sais pas, la pommade sur les zones sexuelles de sa fille ou son fils parce qu'il se plaint qu'il a une irritation, une infection urinaire ou quelque chose. Et attends, attends, je te le fais, je te le fais, je te le fais. Ou qu'elle appelle son fils mon petit homme, et puis elle va vraiment, elle va castrer le père à table en disant ouais de toute façon lui il n'arrive pas à avoir d'érection puis de toute façon avec sa paye hein, c'est pas comme ça que donc vraiment elle descend le père devant les enfants publiquement. Donc il y a un côté le père est complètement émasculé et mis de côté, les enfants sont glorifiés et ça aussi c'est la mère qui du coup met les enfants à leur niveau,
c'est ces mêmes mères qui vont dire à leur fille, ah, tu commences à avoir les seins qui poussent, tu vas en avoir bientôt plus que moi, tu vas plus draguer les garçons que moi. Comme si elles étaient rivales, alors qu'elles sont pas censées postuler, entre guillemets, pour le même type d'homme, avec le même âge, etc., quoi. Et la mère se met en rivalité avec sa fille, comme si vraiment la notion du temps n'existait pas. Ou pareil, le nombre de mères qui vont prendre leur fils comme le petit homme de la maison, donc encore une fois, décrédibiliser le père et dire à leur fils, ah, heureusement que t'es là, vraiment, t'es mon confident. Et non, c'est pas leur rôle, quoi. Ça, cette dimension incestuelle-là, elle est moins connue, quoi, parce que moins Ouais. évidente à présenter comme transgressive. Elle est complètement moins évidente et en fait, elle est vraiment tout aussi marquante. Donc, effectivement, c'est bien qu'on en parle parce que, oui, oui, je cite des exemples dans le bouquin pour faire un peu justement des repères. C'est-à-dire qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas et à quel moment il faut un peu s'inquiéter. Je sais pas, ça peut être une mère qui dit à sa fille non, j'aime pas tel petit copain que t'as, moi je veux que t'aies tel petit copain et du coup, elle va arranger des rendez-vous avec le mec en question et limite, elle va les enfermer dans la chambre et elle va guetter à côté, entendre s'ils sont pas en train de baiser comme elle voulait parce que comme ça, elle est sûre qu'elle est en train de faire l'amour à l'homme que la mère voulait pour elle, et c'est la mère qui choisit. Et il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de toucher les parties sexuelles, mais voilà, c'est la mère qui contrôle la vie sexuelle de sa fille. Voilà, c'est ça l'incestuel. C'est la mère qui se lève avec son nouveau copain du moment, qui a accessoirement peut-être 20 ans de moins qu'elle et presque l'âge de sa fille qui est ado, et dit, bon, on vous laisse, on va baiser. Ça, c'est des choses qu'on m'a racontées. La fille qui dit, ah, mais je vais pas savoir. Et la mère qui rigole, genre, oh, c'est bon. Voilà. C'est vraiment ça, effectivement. C'est une annihilation des générations, des responsabilités de chacun. Tout est mélangé, on est couteau suisse. T'es ma femme, t'es ma fille, t'es ma mère, t'es ma confidente, ma rivale en même temps. Il n'y a pas une netteté des différentes places. C'est vraiment ça l'incestuel. Et ça déstructure complètement les gens. Enfin, j'en connais pas un qui s'en est bien sorti psychiquement après avoir baigné là-dedans. Ok, c'est plus clair. Je vais faire mon journaliste relou. Je ne suis pas journaliste, mais je suis relou. Je t'en prie. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un quand même qui fasse son relou. Mmh. Alors, dans une interview, parce que sinon, ça va faire genre, ouais, d'accord, ils sont potes. Nanana. Bref, Mmh. je poursuis la lecture de la quatrième de couve. On évoquera aussi la responsabilité d'une partie de la psychanalyse dans la non prise en compte de ces violences. Et moi, je suis toujours emmerdé avec ce genre de phrases qui vont faire le procès de la psychanalyse comme discipline. Aujourd'hui, il y a beaucoup ça, quoi, faire le procès de la psychanalyse, comme si en soi, c'était une Général. ouais, et que c'était une Mmh. discipline qui était de toute façon maltraitante, culpabilisante ou qui niait la souffrance des victimes. C'est le propos ou pas? Alors, non, évidemment, le propos, c'est pas de dire la psychanalyse en général, c'est tout pourri. Surtout que ça, c'est Bruno uniquement qui en parle dans le bouquin. Et Bruno, il est psychanalyste. Parce que lui, c'est ce dont il a souffert pendant longtemps, en fait. Bah, en psychanalyse, on veut souvent que les enfants aient des fantasmes oedipiens envers leurs parents. Donc, quand il se plaint que son parent l'a abusé, mais c'est pas très clair, mais il a un souvenir flou ou des sensations cheloues, quoi. Et ben on lui dit non, c'est vous qui en avez envie, vous projetez votre désir inconscient pour votre père ou votre mère, mais ça n'est pas réellement arrivé. Et du coup, bah, pendant des années, en fait, les victimes, on leur a dit qu'elles fantasmaient et elles ne pouvaient pas se réparer parce qu'on ne reconnaissait pas ce qu'elles avaient vécu. On a souffert de cette théorie de Freud. Hein, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé, c'est du fantasme et tout ça. Et du coup, ils ne critiquent pas tous les psychanalystes, évidemment, mais voilà, un peu tous ces travers où on a du mal à penser l'impensable, à dire l'indicible et à dire non, il y a vraiment des abus. Ça devient un peu à l'image de ces mères complices, justement, qui refusent de voir, d'entendre, alors que c'est criant que le père est en train d'abuser tous les jours à l'heure de la sieste la fille pendant 1 heure et demie, qui dit ah, j'avais rien vu, j'avais rien entendu. Alors que clairement, ça paraît pas crédible. C'est terrible et ça arrive très souvent. Je dis pas que le fantasme peut pas exister ou qu'il y en a pas qui se créent des souvenirs, genre peut-être que j'étais abusée, que c'est ça l'origine de tous mes maux, et qu'en fait non, l'explication n'est pas là, mais que c'est des gens qui ont soif de trouver un problème identifiable, dire ah ça doit être ça, moi aussi j'ai dû être agressée, puisqu'en ce moment c'est très à la mode de parler de ces choses-là. Peut-être que j'en fais partie aussi de ce grand groupe des victimes, et peut-être qu'effectivement il y en a où c'est pas le cas, mais il faut être très vigilant là-dessus. Donc, si j'ai bien compris, parce que moi, dans mon souvenir, il y avait aussi Lacan qui disait l'hystérique fantasme d'avoir été agressée sexuellement, mais qu'on Ouais, s'est rendu compte par la suite que bah, parfois elles avaient été réellement agressées c'est ça. sexuellement. Donc, autrement dit, ce fantasme-là existe, la dimension Ouais, traumatique existe aussi, et la psychanalyse l'a traité, enfin les psychanalystes la traitaient aussi, mais parfois, il y a peut-être eu des erreurs d'interprétation qui ont pu être faites en banalisant un fonctionnement hystérique et en négligeant ouais, la dimension traumatique. ouais, exactement. C'est tout à fait ça. D'accord.
Si on parle de psychogénéalogie, qu'on peut porter des traumatismes non dits, non résolus de nos parents, nos grands-parents, et c'est comme si on les portait, qui nous appartenaient à nous, et du coup, on va développer des symptômes de la victime, alors que nous, on ne l'a pas été. Ou soit, effectivement, la personne a vraiment vécu quelque chose, et le refoulement, le déni, la minimisation, le clivage, la dissociation, l'amnésie font que les souvenirs ne sont pas accessibles, et donc il faut s'accrocher, il faut essayer de creuser. Voilà, donc tout ça est possible et c'est garder une ouverture, qu'il y a plusieurs options face à quelqu'un qui dit j'ai des sensations confuses, qu'il m'est arrivé quelque chose. Alors justement, je termine cette lecture de quatrième de couve, puisque je n'ai pas encore lu tous les bouquins, parce que je ne sais pas lire. Donc vous parlez des victimes et des agresseurs. Toi, tu te coltines plus la partie agresseur, je suppose. Ouais, Mais ouais, tout à fait. En fait, non, je parle pas des victimes du tout, moi, parce que Bruno le fait largement. Je parle des auteurs et je parle des victimes qui sont en fait devenues des agresseurs. Enfin, ce qui se passe dans la tête des agresseurs, attends, je vais mettre là parce que je vois rien. Enfin, ce qui se passe dans la tête des agresseurs ou dans celle des personnes qui pourraient passer à l'acte sera décrypté. Dans tous les cas, il s'agira de guérir, guérir pour ne plus subir, guérir pour ne plus détruire. Et donc, j'ai une petite question piège encore. Le traitement des agresseurs, nous, on sait faire. Globalement, c'est plutôt du psychoéducatif, des groupes de parole. On les fait réfléchir sur le passage à l'acte. On traite les mécanismes de déni, de clivage avec des méthodes psychoéducatives. Question piège, parce que ça c'est chaud quoi, quand même, c'est pas facile. Comment on traite la dissociation traumatique? Là, en fait, c'est beaucoup Bruno qu'en parle justement. Et lui, alors, il l'a fait à la psychanalytique. C'est-à-dire que lui, il dit interprétation des rêves. Les patients me ramènent des rêves et on en étudie le contenu latent ensemble pour essayer de voir justement si on peut retrouver là ce que l'inconscient aurait caché comme info de j'ai vécu telle agression. En fait, là, ma question, elle porte plus sur les victimes, parce que je suppose que c'est toutes ces personnes-là qui vont vouloir lire ce livre, et celles qui pourraient avoir justement subi des passages à l'acte incestueux ou d'autres types d'agressions sexuelles, et qui seraient un peu désemparées. Est-ce que je vais aller mieux? Comment je vais faire? Et comment les psys vont pouvoir m'aider? Alors voilà, est-ce que tu as des pistes à proposer pour le traitement des traumas liés à l'inceste et à d'autres formes d'agression sexuelle? C'est vraiment, moi, j'utilise souvent la métaphore, tu vois, le placard où tu as du bordel dedans, et tu dis, ah, je vais pas l'ouvrir, tout va me tomber sur la gueule et tout ça, et en même temps, j'en ai marre, ça m'oppresse, faut que je le range, quoi. Va falloir accepter qu'à un moment donné, tu l'ouvres. Ouah, il y en a partout, c'est Bagdad, et après, tu le ranges, et après, c'est tout beau, tout neuf, et tu te sens mieux, tu te sens libéré. Là, c'est pareil, c'est qu'elles acceptent petit à petit l'idée qu'il va falloir aller voir la part sombre qui est en elles. Après, même par juste la parole et des questionnements, ils peuvent avoir accès. Donc moi, j'utilise pas forcément tous les outils EMDR, hypnose, etc., puisque je les ai pas, tout simplement, je suis pas formée. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à se protéger? Alors des fois, oui, des fois, il faut pas forcément casser les défenses, et la personne, elle sait qu'elle a un problème, elle dit, j'ai pas envie de savoir d'où ça vient, je vais juste essayer de colmater un peu et de fonctionner comme ça, un peu mieux que ce que je fonctionnais avant. Ok, tu vas pas justement recréer l'abus qu'elle a subi en disant, non, on va aller voir quand même. Tu vas pas être intrusif. Et ok, elle assume, elle n'aura pas toutes les clés peut-être, elle sera peut-être un peu encore polluée. Elle dit, je veux pas. Et puis des fois, 3 ans après, elle va dire, ok, je suis prêt à aller voir, posez-moi des questions et on va voir ce qui en ressort. Et puis parfois, ces symptômes sont tellement devenus envahissants et problématiques qu'elle dit, bon, ok, j'en ai marre, je vais aller plonger dans mon passé, quoi. Donc voilà, c'est un mélange de temps, de vraiment d'écoute de la part du thérapeute et de techniques un peu plus concrètes comme celle que je t'ai exposée, qui est plutôt celle que Bruno pratique. Donc, si je reprends cette image du placard qui est en plein de bordel et où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et on sait qu'on n'est pas bien parce que dedans, on ne sait pas trop ce qu'il y a d'ailleurs. Donc, cette idée de ranger son placard, autrement dit sa vie psychique, comment expliquer le fait qu'on aille mieux après avoir traité en thérapie ses souvenirs, comment la parole peut permettre à des personnes de guérir, entre guillemets, de trauma? Parce qu'en fait, ça les réunifie. C'est-à-dire que quand tu as conscience de toutes les parties en toi, mais ça marche même pas que pour les traumas, plutôt que de se dire, ah, il y a une partie de moi qui souffre de se gratter compulsivement jusqu'au sang, et une partie qui dit, j'ai besoin de me gratter parce que c'est comme ça que j'ai l'impression d'extraire mon traumatisme quand on m'a touché quand j'avais 6 ans et demi. Et il faut avoir conscience de ces différentes parties, que les deux, en fait, ont le même but, le bien-être de la personne et la survie de la personne, mais elles n'ont pas le même moyen. Et une fois que tu as pigé ça, c'est là que tu peux reprendre la maîtrise de comment tu fonctionnes et dire, OK, j'ai différentes parties, je les accueille, je montre de la gratitude envers la partie qui me maintient dans mon trauma parce que pense certainement que c'est la meilleure manière de survivre et de fonctionner. Et la partie qui dit, j'en ai marre, je veux aller voir le trauma et je veux le laisser définitivement derrière moi, elle veut aussi me faire avancer. Donc, merci aux deux et je vois laquelle je privilégie. Donc, la personne, elle est beaucoup plus unifiée,
ce qu'on appelle un peu alignée, en cohérence avec elle-même, si elle sait tout ce qu'elle a en elle. S'il y a une part qui reste sombre, il y a comme un point aveugle qui va toujours nous emmerder et par lequel on va être pollué et peut-être même gouverné, manipulé et sans avoir de prise dessus. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas combattre un ennemi invisible, il faut bien savoir à quoi il ressemble, il faut bien y aller. J'aime bien ton dernier exemple parce que justement, il permet de voir des choses concrètes. Notamment, tu parlais de la personne qui va se gratter Mm. compulsivement, ou on peut aussi imaginer des personnes qui vont se scarifier. Ouais, exactement, c'est pareil. Ouais, Voilà. Ça, tu le perçois comme une tentative de solution du trauma, ouais, mais de manière dissociée, quoi. ouais, c'est ça. C'est comme si la partie qui souffrait, qui avait la mémoire du trauma, elle appelait à l'aide. Elle dit, regarde, regarde, il y a un problème, mais j'ai bien compris que je pouvais pas te le dire très consciemment, très clairement à ta pensée avec des mots, parce que ça va t'effondrer, ou alors tu vas devoir arrêter de protéger papa ou tonton. Donc, je te montre qu'il y a un problème, mais j'y vais pas franco, quoi, parce que j'ai pas le droit. C'est exactement comme un enfant, par exemple, il a un petit frère, une petite sœur qui vient au monde, ça l'angoisse que les parents le délaissent, alors du coup, il se met à faire pipi au lit, c'est-à-dire qu'il va pas dire clairement, j'aime pas mon petit frère ou ma petite sœur, je suis hyper jaloux, arrêtez de vouloir m'abandonner parce qu'il n'a même pas conscience que c'est ça qui est en train de se passer pour lui, mais son corps va montrer à ses parents qu'il y a un problème en disant, j'ai peur que vous m'abandonniez, du coup, je fais pipi au lit, comme ça vous allez vous occuper de moi et je me sentirai mieux. C'est un peu la même idée, quoi. C'est effectivement le corps montre, envoie un message désespéré, une bouteille à la mer, en espérant que ce soit vu et compris, mais pas de manière frontale, parce que ça, c'est interdit, ou c'est trop douloureux. Autrement dit, se réapproprier soi-même afin que notre passé ne nous agisse pas malgré nous, quoi. Ah, c'est vraiment ça. Et ça marche autant pour les victimes que pour les auteurs. C'est pour ça que je fais exactement la même chose avec les deux. Je vais essayer avec eux de plonger dans leur histoire les racines de leurs difficultés pour donner du sens à leurs difficultés, que ce soit des fantasmes, des phobies d'impulsion, des passages à l'acte ou des séquelles traumatiques, pour qu'ils puissent en fait vivre dans le monde autrement, sans que ce soit au détriment d'eux-mêmes ou des autres, mais avec le but qui est toujours le même, c'est-à-dire se rendre heureux, mais vivre parmi leurs pairs, PAIRS, sans que ce soit à leur corps défendant ou au corps défendant d'autrui. Ok, merci Inès. Ça s'appelle donc L'inceste ne fait pas de bruit, que tu as coécrit donc avec Bruno Clavier qui est psychanalyste et toi Ouais. donc psychologue spécialisé en psychocriminologie. Eh ben merci. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Voilà, gros bisous, à très bientôt. À bientôt. Ciao.